Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour la première vidéo d'une série qui aura pour objectif de résumer le livre de Bennett et Hacker concernant les fondations philosophiques des neurosciences. Et il s'agit d'un livre qui m'a marqué plus sur le temps long parce que peut-être que si vous le lisez, vous aurez la même sensation que moi. Mais lorsque je lisais les points abordés, je me disais non, mais certes, je comprends le problème logique derrière ce point-là, mais est-ce que ça a réellement de l'importance? Est-ce qu'il faut vraiment faire toute une campagne pour sensibiliser les neuroscientifiques à ces questions, alors que certains des points ne me semblaient pas primordiaux? Et finalement, après avoir, enregistré un certain nombre de points qu'ils ont abordés et avoir continué ma vie, continué à lire des articles en neurosciences, à faire de la recherche parce que je suis en stage en sciences cognitives, je me disais: «Ah oui, mais moi-même j'effectue toutes ces erreurs et je vois maintenant que j'ai ce filtre-là, ces erreurs partout». Donc à force de décanter ces idées, elles m'ont semblé finalement assez tentaculaires et je pense que même si elles n'ont pas forcément de répercussions immédiates très marquées, de fil en aiguille, par accumulation, par addition, ces répercussions négatives peuvent aboutir quand même à des erreurs conceptuelles plus ou moins majeures. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces vidéos-là. Et leur objectif dans leur livre n'est pas de montrer la fausseté ou la véracité de certaines affirmations neuroscientifiques. Ils laissent ce travail aux neuroscientifiques eux-mêmes, mais plutôt d'essayer de repérer des erreurs conceptuelles qui peuvent avoir des répercussions sur le travail des neuroscientifiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'erreur méréologique. Déjà, la méréologie, de manière générale, c'est l'étude des relations entre les parties et le tout. Et l'erreur méréologique, appliquée aux neurosciences, cela consiste à conférer aux parties d'un animal des attributs qui ne s'appliquent logiquement qu'à l'animal tout entier. Ou à l'inverse, appliquer à l'animal tout entier des attributs qui normalement ne sont attribuables qu'à ses parties. Si je vous donne un exemple un peu plus concret, si j'écris dans mon étude scientifique en neurosciences, le cerveau identifie les émotions des autres, ou le cerveau comprend les émotions des autres plutôt, eh bien il s'agit d'une erreur méréologique. Parce que le fait de comprendre ne peut être attribué qu'à l'individu, et non à l'une de ses parties, qui est le cerveau ici. Donc je devrais dire la personne comprend les émotions des autres ou l'individu comprend les émotions des autres, mais pas le cerveau comprend les émotions des autres. De même, si je dis le cerveau décide du temps approprié pour réaliser la tâche, c'est des types de formulations qu'on peut retrouver dans des articles scientifiques, mais le fait de décider, de comprendre, ce sont des prédicats psychologiques et les prédicats psychologiques, on ne peut les attribuer qu'à un individu et non à l'une de ses parties. Donc là, peut-être que vous avez eu la même réaction que moi lorsque j'ai lu ce chapitre en me disant: «Sérieusement, est-ce qu'ils ont vraiment fait un chapitre là-dessus?» alors que tout le monde comprend bien que au delà du cerveau, il y a l'individu, et est-ce que ça pose réellement des répercussions négatives du fait de faire ce genre d'erreur linguistique? Parce que personnellement, je pensais que c'était juste à ce niveau-là que ça se jouait, mais que dans notre compréhension de ce type de texte, il n'y avait pas d'erreur qui allait au-delà de ces erreurs linguistiques. Mais sauf que, bon, le langage est étroitement lié à nos conceptions du monde. Et justement, au-delà de cette erreur méréologique, il y a un certain nombre de présupposés, de mauvaises conceptions qui s'entremêlent et qu'il faut arriver à délier. Et c'est pour cela que je vais d'abord commencer par un petit résumé historique, puisque cette erreur méréologique n'a pas toujours été appliquée. Et donc, il est intéressant de comprendre ses origines et de comprendre aussi qu'elle n'a pas toujours été appliquée au cerveau. Donc, on va revenir à un niveau très basique de cours d'histoire. La psyché, en grec ancien, souffle, souffle vital, élan vital, on va traduire ça comme ça. En latin, anima, en français récent, âme, on va dire grosso modo. Et Aristote, quant à lui, avait une perception assez particulière de la psyché qui s'éloignait des perceptions communes de son temps, puisque pour lui, il ne considérait pas la psyché comme une sorte de principe religieux. Déjà, il considérait que n'importe quel organisme vivant était doté de psyché, et pour lui, il s'agissait un peu plus comme d'un concept biologique que d'un principe religieux. Et si on l'articule avec la notion de forme et de matière qu'il développe dans ses écrits, eh bien, on peut considérer que la forme est ce qui confère à la matière
sa nature, ses capacités. La matière est ce qui permet à la forme de s'incarner. Et la psyché, pour lui, est comme une forme primaire qui permet justement aux organismes d'exercer leurs fonctions vitales. Et donc, il ne s'agit pas du tout de la psyché comme l'âme que l'on va constituer par la suite chez les religieux. Donc là, c'est une vision totalement différente où justement il s'agit de cet élan vital-là, la traduction est presque parfaite, qui est lié à cette forme première de l'animal. Je vais vraiment interchanger âme et psyché dans mon discours parce que là, je les considère comme des synonymes. Donc on peut considérer que pour Aristote, l'âme n'est ni matérielle ni immatérielle. Il s'agit comme d'un pouvoir des êtres vivants. Et d'ailleurs, il va dire que pour lui, la pupille et la vision forment un œil au même titre que l'âme et le corps forment un animal. Donc il y a vraiment cette notion d'indivisibilité entre les deux. On ne cherche pas à trouver la nature matérielle ou immatérielle puisqu'il s'agit de pouvoir. Et par ce fait, comme Aristote considérait que l'âme était les pouvoirs de l'être vivant, il ne va pas attribuer des pouvoirs à l'âme alors que ces pouvoirs-là sont attribuables à l'être vivant directement. Et à ce titre, je cite, « Dire que l'âme est en colère revient à dire que l'âme tisse ou construit. Il est sans doute préférable de ne pas dire que l'âme compatit, apprend ou pense, mais que l'homme fait cela avec son âme. » Et par ce fait, il se prémunit de l'erreur méréologique. Nous avons ensuite un tournant cartésien avec Descartes au XVIe, XVIIe, qui va quant à lui vraiment séparer l'âme du corps, même s'il a une vision interactionniste des deux. Et d'ailleurs, il considère que l'humain est celui qui a une âme, mais que les autres animaux ou autres organismes n'en ont pas. Pour lui, l'âme a justement certaines caractéristiques. On pourrait lui attribuer certains prédicats psychologiques, comme la capacité de percevoir les passions, l'intellect, la pensée, alors que le corps, il en a une vision plus mécaniste. Le corps a ce rapport sensible, nutritif, et il y a cette interaction entre le corps et l'âme. Donc on peut véritablement dire que Descartes est l'un des précurseurs dans toute sa splendeur de l'erreur méréologique, avec sa vision d'interaction entre l'âme et le corps et le fait d'attribuer à l'âme certaines caractéristiques que nous aurions dû attribuer à l'individu tout entier. Donc comme vous avez pu sûrement le remarquer, Descartes n'applique pas directement l'erreur méréologique au cerveau, mais bien à l'âme. Et c'est pour cela que Bennett et Hacker considèrent qu'avec les changements de paradigme, avec le fait que le matérialisme ait pris de plus en plus de place dans le cadre scientifique et soit désormais dominant, eh bien l'erreur méréologique s'est déplacée, elle est passée de l'âme au cerveau. Maintenant, on ne dit plus que l'âme perçoit, mais on dit que le cerveau perçoit, le cerveau en tant qu'entité discrète. Et c'est pour cela que Bennett et Hacker considèrent qu'il s'agit d'une forme mutante de cartésianisme. Et donc maintenant, il y a un certain nombre d'erreurs méréologiques que l'on peut retrouver dans les papiers scientifiques en neurosciences et qui ne concernent pas forcément que le cerveau, ça peut aussi être des erreurs méréologiques à d'autres échelles. Par exemple, si je dis que l'hémisphère gauche ne voit pas ce que l'hémisphère droit voit, pareil, il s'agit d'une erreur méréologique, mais juste qui n'est pas à l'échelle du cerveau, qui est à l'échelle des hémisphères. Donc, qu'est-ce qui pose problème dans cette erreur méréologique selon les auteurs? Il y a notamment un point qui est la négligence du niveau comportemental. Puisque historiquement, nous avons identifié un certain nombre de prédicats psychologiques à l'aide de critères d'évidence, critical grounds. Et ces critères d'évidence ont été liés au comportement de l'individu et ou à ses rapports subjectifs. Par exemple, concernant la douleur, qu'une personne se torde de douleur et ou qu'elle dise qu'elle a mal sur une échelle sur 10 ou autre, eh bien, il s'agit de critères d'évidence. Et ensuite, nous allons identifier des corrélats neuronaux qui correspondraient à cet état mental de douleur. Mais il s'agit d'une induction et non d'une observation empirique. Et en plus, eh bien, le cerveau ne peut pas avoir de comportement. C'est toujours l'individu qui a des comportements. Donc, les auteurs disent que cela n'a pas trop de sens, par exemple, lorsque l'on fait une étude sur l'apprentissage des individus et qu'on identifie des corrélats neuronaux, de dire que le cerveau a appris, alors que c'est l'individu qui a appris. Et ensuite, nous avons identifié des corrélats neuronaux et nous en avons tiré la conclusion que comme il y a ces corrélats-là, cela signifie, lorsque l'on observe ce type de schémas neuronaux, que l'individu a appris.
mais il s'agit d'une observation qui est indirecte, qui est induite. Et d'autant plus que notre apprentissage d'un certain nombre de concepts, comme par exemple la douleur, c'est fait en lien avec le comportement des autres. Par exemple, lorsqu'un enfant voit quelqu'un qui se tord de douleur, sa mère va lui dire: «Ah regarde, il a mal. Regarde, il s'est fait mal, il est endolori» et cetera. Lorsque lui-même va avoir des comportements de douleur, sa mère va lui demander s'il s'est fait mal. Et donc tout notre usage de ce type de concept va se construire à partir du comportement des autres et de nos propres comportements. Et ensuite, il peut y avoir un certain nombre d'inférences qui sont faites, de se dire: «OK, il y a quand même des personnes qui peuvent faire semblant d'avoir mal, mais en réalité, elles n'ont pas mal». Il y a un rapport subjectif à la douleur, mais avant tout, le bon usage du concept est quand même lié au comportement des autres et à un usage social de ce concept qui est lié à toute cette chaîne de comportements et à l'identification de ces comportements. Et donc les auteurs considèrent qu'il ne faut pas négliger le niveau comportemental puisque la plupart de ce type de concepts ont été définis à partir du niveau comportemental et sachant que le fait de rapporter subjectivement ce qu'on ressent, c'est aussi comportemental. Donc, je considère personnellement sur ce point que j'aurais quand même quelques réserves, puisque avec l'évolution des études en neurosciences, il me semble que sur un certain nombre de domaines, nous pouvons faire désormais de très bonnes prédictions grâce à l'étude du niveau cérébral. Par exemple, je pense aux troubles de la conscience, où certains diagnostics différentiels sont permis uniquement par l'étude de l'activité cérébrale et non par le comportement. Par exemple, entre une dissociation cognitivo-motrice et une personne en état végétatif, même si maintenant ce terme ne s'utilise plus forcément toujours, eh bien, la différenciation se fait essentiellement par l'étude de l'activité cérébrale. Donc je considère que quand même, il ne faut pas négliger l'usage de ces observations cérébrales dans la définition même potentiellement de certains prédicats psychologiques, puisque une fois que l'on a bien développé notre cartographie justement de ces observations d'activité cérébrale, nous pouvons peut-être évoluer dans notre paradigme et ne plus uniquement mettre les comportements en premier dans toutes les situations, mais je reconnais que les comportements sont souvent un petit peu négligés dans un certain nombre d'études neuroscientifiques et dans la priorisation de l'identification des prédicats psychologiques. Je comprends leur peur de ce changement de paradigme-là, parce que je pense vraiment qu'on est dans un changement de paradigme où, justement, l'identification neuroscientifique va potentiellement passer en premier dans les années futures, notamment en clinique, dans l'identification d'un certain nombre de troubles, mais peut-être que ce changement de paradigme en clinique va s'étendre aussi au-delà de la clinique. Mais il me semble que ce n'est pas forcément pour un mal et que justement, lorsque les neurosciences s'autonomisent un petit peu, elles peuvent nous permettre heu, d'identifier plus facilement certaines entités, puisque lorsqu'elles permettent de faire de meilleures prédictions dans certains contextes, par exemple, si je reprends les troubles de la conscience, si en observant certaines activités cérébrales, on arrive à mieux identifier le taux de rémission, la capacité à potentiellement développer de nouveaux comportements, à ce que l'état de santé s'améliore dans un futur, plus ou moins lointain, eh bien cela signifie que les neurosciences en tant que telles peuvent être utilisées de manière autonome pour prédire un certain nombre de choses. Donc, qu'elles ne sont pas toujours dépendantes du niveau comportemental, puisque une fois que la cartographie a bien été faite, elles peuvent s'autonomiser sur certains aspects. Donc c'est pour cela que je mettrai un petit peu de nuance là-dessus. Et pour remettre un coup sur l'importance du comportement dans la définition de ces concepts, les auteurs se basent sur l'argument du langage privé de Wittgenstein, même si Wittgenstein a des milliers d'interprétations différentes et que les auteurs en ont choisi une. Et par la suite, moi-même, j'interprète les auteurs qui interprètent, donc ça fait un peu téléphone arabe. Ce qui fait que prenez avec des pincettes ce que je veux dire, puisque je n'ai jamais lu Wittgenstein, je n'ai lu que des personnes qui l'interprétaient. Et donc les auteurs dénoncent le fait que les neuroscientifiques pensent qu'il est possible de désigner ostensivement certains états de manière interne, en réalisant une forme de pointage interne. C'est-à-dire que, par exemple, je vais définir la douleur en faisant de l'introspection, en réfléchissant mon propre ressenti, mes expériences de douleur. Sauf qu'il dénonce ce pointage personnel et interne, cette définition privée, puisque, de fait, si une définition est privée, elle ne peut pas être corrigée, elle ne peut pas être vérifiée par les autres, et donc on ne peut pas identifier les incohérences, les non-sens. Si c'est privé finalement, eh bien cela n'a pas la même valeur qu'une définition publique qui pourrait être corrigée par la communauté, qui est mise dans un réseau de langage
Et justement, la bonne utilisation de ce concept est vérifiée par le fait que nous utilisions bien ce concept dans ce réseau de langage et donc les autres peuvent nous corriger. Et la bonne utilisation de ce concept est basée sur le fait que ce concept même est défini sur des choses observables comme le comportement et non uniquement des entités dont nous seuls pouvons avoir accès et dont les autres peuvent avoir accès de manière soi-disant interne, mais donc nous ne pouvons pas vérifier à quoi ils ont accès et eux ne peuvent pas vérifier à quoi j'ai accès. Alors que le comportement est une donnée publique. Donc nous pouvons définir les concepts de manière collective. Certains neuroscientifiques ont répondu à Bennett et Hacker, notamment en disant qu'il s'agissait plutôt d'un usage pratique et métaphorique de ces erreurs méréologiques que d'une réelle croyance que le cerveau possède ces prédicats psychologiques et qui se comprennent en soi entre neuroscientifiques, donc qui ne pensaient pas que cela avait des répercussions très graves. Sauf que Bennett et Hacker répondent que ces confusions semblent plus profondes et que s'il est possible de ne pas les formuler comme telles, pourquoi ne pas le faire? Par exemple, dans le cas que j'avais cité précédemment sur l'hémisphère gauche ne sait pas que l'hémisphère droit a vu, il est possible de le formuler différemment et de dire la simulation visuelle de l'hémisphère droit est déconnectée de l'hémisphère gauche. Donc, ils ont l'impression que, en général, il s'agit plus d'erreurs conceptuelles que de réels choix conscients de métaphores ou de praticité. Un autre argument donné par les neuroscientifiques serait que ces prédicats psychologiques auraient deux définitions parallèles qui ne seraient pas exactement les mêmes dans le langage commun et dans l'usage neuroscientifique. Par exemple, utiliser croire dans le langage commun ne serait pas exactement que croire dans le langage neuroscientifique, et se croire dans le langage neuroscientifique pourrait être appliqué au cerveau puisque ce n'est pas exactement le même usage ni la même définition exacte que le croire dans le langage commun. Sauf que Bennett et Hacker ont répondu qu'il n'y a jamais eu de définition vraiment formalisée de ces deux définitions-là, plutôt d'expression formalisée de ces deux définitions, et que en plus ils ont l'impression que les confusions derrière sont plutôt liées au fait qu'ils utilisent exactement le même mot avec le même usage dans le mauvais contexte avec l'erreur méréologique, plutôt qu'il y ait deux définitions parallèles. Ils ont vraiment l'impression qu'ils reprennent le mot tel quel, et dans tous les cas, il n'a jamais été redéfini, donc cela signifierait qu'il s'agit d'une redéfinition un peu tacite. Je voulais vous partager un dernier point avant de finir cette vidéo, une réflexion que j'avais eue sur l'erreur méréologique, puisque je m'étais dit, au premier abord, si on prend vraiment la définition de relation entre les parties et le tout, cela donne l'impression qu'il s'agit d'un problème de localisation. Et je me suis dit, mais dans ce cas, est-ce que certains modèles de la cognition incarnée peuvent pas résoudre ce problème d'erreur méréologique? Si on considère que la conscience n'est pas juste intracrânienne, mais concerne tout le corps de l'individu, peut-être qu'il n'y a pas de problème de relation entre une partie et le tout. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'erreur méréologique allait au-delà de ce problème de localisation. Il s'agit plus d'un problème d'échelle, puisque le fait de croire tous ces prédicats psychologiques, croire, comprendre, etc., il s'agit d'une échelle de haut niveau en termes de psychologie, alors que le cerveau, c'est une échelle très matérielle de bas niveau, entre guillemets. Et donc, c'est le fait d'accorder ces deux-là qui pose problème, puisque si je disais l'organisme croit, le corps croit, comme ça j'englobe tout le corps, il y aurait encore cette erreur méréologique puisqu'il ne s'agit pas juste d'un problème de localisation, il s'agit aussi d'un problème d'échelle qui diffère. Donc là, il y a une échelle purement matérielle et il y a un prédicat psychologique qui est plutôt à une autre échelle, à l'échelle de l'individu et non purement de sa matérialité. Et ce qui fait que ça a enclenché d'autres réflexions chez moi puisque je me suis dit: «Mais là, on le prend dans un bout qui est le bout de vouloir ramener, heu, comment dire? On a le prédicat psychologique qui est à un haut niveau et on essaye de ramener ce à quoi on l'attribue aussi à un haut niveau en disant qu'on l'attribue à un individu». Mais on pourrait le prendre par un autre bout et se dire: «Non, on veut garder le cerveau et donc il faut qu'on ramène le prédicat psychologique à un bas niveau». Et dans ce cas, on pourrait peut-être pas appliquer un certain nombre de prédicats psychologiques qui n'existeraient pas à un bas niveau, comme le fait de croire, par exemple, qui pourrait être éliminé par certains éliminativistes. Donc c'est pour ça que je me suis dit: par quel bout on prend le problème? Est-ce qu'on prend, le problème par un bout très réductionniste, éliminativiste ou est-ce qu'on prend le problème par un bout
à l'inverse, qui essaie de ramener, la phrase à un haut niveau pour qu'elle soit homogène. De plus, j'aimerais ajouter que je serais un peu plus clémente par rapport aux neuroscientifiques puisque il me semble qu'il n'est pas toujours simple de remplacer des phrases de typées erreurs méréologiques par d'autres phrases, à moins d'utiliser de longues paraphrases. Mais lorsque l'on parle du cerveau, il serait un peu étrange de toujours ramener à l'individu alors qu'on étudie le cerveau, mais que d'un autre côté, on a des exigences d'étudier des prédicats psychologiques qui sont définis à une autre échelle. Donc ce n'est pas forcément simple et je pense que parfois, ces formes d'erreurs méréologiques sont juste vraiment plus pratiques et pour le coup, je reprendrai cet argument-là et que les supprimer aurait peut-être plus un coût en termes, de sensibilisation, d'habituation à cette, nouvelle pratique, que des répercussions nettement positives et grandes sur la recherche en neurosciences. Donc je reste un petit peu sceptique, même si je trouve qu'il y a plein de questionnements épistémologiques qui sont intéressants derrière, je reste sceptique sur l'importance de cette question dans les papiers de recherche en neurosciences. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, vous allez voir des erreurs méréologiques partout, donc n'agacez pas trop votre entourage quand même avec ça. Et j'espère que la suite de la vidéo, de la série de vidéos vous plaira. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à bientôt.